Réparer la nature, ramener la vie sauvage dans des milieux dévastés par les activités humaines, c'est l'audacieux défi que des hommes et des femmes ont décidé de relever un peu partout sur la planète. Dans les grandes prairies sud-américaines, les plaines du Kalahari et le bush africain, des équipes de scientifiques se mobilisent pour sauver des milieux naturels que l'on croyait perdus à jamais. La terre de l'eau qui brille. C'est ainsi que les Indiens Guaranis ont baptisé ce vaste réseau de prairies et de lagunes, autrefois peuplées de jaguars, de tapirs et de fourmiliers géants. Située au nord de l'Argentine, la zone humide des Esteros de Libera s'étend sur plus d'1,3 million d'hectares. Au cours du siècle dernier, la chasse et l'élevage intensif ont eu raison de la quasi-totalité de sa faune sauvage. Il y a une vingtaine d'années, un couple d'Américains particulièrement sensibles à la disparition de la biodiversité achète ces terres pour les protéger et y ramener la vie sauvage. Depuis la disparition de Douglas Tompkins, sa femme Christine poursuit ce rêve complètement fou. Notre histoire a commencé lorsque Doug, mon époux, et moi sommes venus ici en 1997. Nous avons atterri à San Alonso, une île au milieu de cette vaste zone humide. Ce n'était pas mon genre d'environnement. J'ai trouvé ça chaud, boueux et plat, et je voulais m'en aller. Mais Doug a ressenti quelque chose, et voilà où nous en sommes des années plus tard. Nous n'avons pas seulement protégé une grande partie de cette zone humide, nous avons commencé à réintroduire les espèces qui avaient disparu ici. Ainsi est né le plus ambitieux programme de repeuplement du continent américain. Mais rétablir un équilibre naturel dans cette région est un objectif difficile à atteindre, car en Argentine, il est interdit de prélever des animaux sauvages dans la nature. Les scientifiques d'Ibera ne peuvent compter que sur des animaux issus de captivité, sur des perroquets incapables de voler, des fourmiliers géants qui n'ont jamais vu de termitière ou des jaguars qui n'ont jamais croisé d'autres félins. Pour préparer ces animaux à la vie sauvage, la fondation créée par Christine et Douglas Tompkins a fait appel à des spécialistes venus du monde entier. Ils ont élaboré des programmes de réhabilitation inédits et construit des centres d'accueil pour les animaux. À Ibera, chaque infrastructure a sa spécialité. Situé au nord de la réserve, le centre de San Cayetano est dédié aux tamanoirs. Cela fait 10 ans qu'Alicia Delgado y recueille des tamanoirs blessés ou orphelins. Ce matin, la biologiste a pris en charge un bébé dont la maman a été tuée par des chasseurs à l'extérieur de la réserve. Il va passer beaucoup de temps ici en quarantaine, peut-être 2 mois. Tout va dépendre de la façon dont il va grandir et du résultat de ses analyses. J'estime qu'il restera ici au moins 1 an. Trouver la bonne recette pour remplacer le lait maternel n'a pas été simple. Alicia a testé plusieurs formules avant de trouver la plus adaptée. Nous allons préparer le lait pour le petit nouveau. C'est un lait spécial, un lait maternisé
Il a été élaboré pour les chiots et les chatons. Nous l'avons testé sur les fourmiliers et ça fonctionne parfaitement. Chaque nouveau bébé est un défi pour nous, parce que nous ne savons pas d'où il vient. Nous ne savons pas combien il a souffert avant d'arriver ici. Nous ne savons pas non plus comment il va réagir ni comment il va grandir. Quand nous constatons qu'ils mangent, qu'ils sont pleins d'énergie, qu'ils ont envie de vivre, pour nous, c'est une grande satisfaction. San Cayetano reçoit chaque année une dizaine de nouveaux pensionnaires. Une fois sevrés, les jeunes tamanoirs sont placés dans des enclos individuels où ils resteront un peu plus d'1 an avant d'être libérés. Au menu du jour pour les plus grands, une bouillie fortifiante composée de lait et de croquettes pour chiens et chats. Les fourmiliers géants sont des mammifères étonnants. Ils sont dépourvus de dents et s'en passent très bien. Leur longue langue gluante est terriblement efficace. Cet enclos est celui du plus ancien pensionnaire de San Cayetano. Osvaldo est arrivé tout petit, il y a 1 an et demi, après avoir été percuté par une voiture. Il s'est remis de ses blessures et a bien grandi. Il se nourrit désormais de fourmis et de termites. Avant de pouvoir retrouver la liberté, Osvaldo doit s'habituer à porter un harnais. Il sera ensuite équipé d'un émetteur qui permettra de le localiser. Depuis 2007, 60 tamanoirs ont été réintroduits avec succès. L'objectif de ce programme est de créer des populations viables à différents endroits de la réserve. Dans ces grandes plaines, seuls quelques capybaras, caïmans et cerfs des marais ont réussi à échapper au braconnage et à la chasse intensive. Après 2 décennies de protection, ces animaux qui avaient trouvé refuge au cœur des lagunes les plus inaccessibles repartent à la conquête d'Ibera. Surnommés caïmans piranhas à cause des longues dents qui dépassent de leur gueule, les caïmans yacarés ont envahi les berges et les eaux peu profondes. Essentiellement amateurs de poissons, ils apprécient aussi les capybaras, mais seulement lorsqu'ils sont petits. À l'âge adulte, les plus gros rongeurs du monde peuvent peser 70 kg, mesurer plus d'1 mètre et sont particulièrement précoces. Leurs ébats amoureux commencent dès l'âge de 15 mois et chaque femelle peut avoir 2 à 8 petits par an. À ce rythme-là, leur population explose. Herbivores emblématiques des zones humides de la région, les cerfs des marais participent au renouvellement du tapis végétal. Leur population se sont elle aussi rapidement reconstituée. Ibera compte aujourd'hui plusieurs milliers d'individus. Mais pour qu'un nouvel équilibre s'installe, il faut éviter une trop grande prolifération d'herbivores. C'est normalement le rôle du plus grand prédateur du continent sud-américain, le jaguar. Celui-ci a malheureusement disparu de la région il y a plus d'un demi-siècle. En 2016, des scientifiques ont donc créé, sur l'île de San Alonso, un centre expérimental dédié à la reproduction de ce félin. Leur but est de pouvoir un jour relâcher les jaguars nés ici.
Créer une nouvelle population de jaguars va prendre beaucoup de temps. Ce serait l'élément final permettant de rétablir un équilibre dans l'écosystème. Une fois la pyramide complète, et pour cela il faut évidemment le jaguar au sommet, l'écosystème pourra s'autoréguler. Maïté Ríos Noya, biologiste, dirige ce projet de réintroduction unique au monde. Elle accueille des jaguars issus de captivité. Trop imprégnés par l'homme, ils ne peuvent pas être relâchés dans la nature. Les scientifiques ont donc élaboré un programme de reproduction inédit. Il doit permettre de rendre à la vie sauvage des jaguars nés en captivité. Deux mâles et deux femelles ont été installés dans 4 enclos mitoyens. Après plusieurs tentatives de rapprochement, Tania, l'une des deux femelles, a accepté de s'accoupler. Elle a aussitôt été mise à l'écart, dans un vaste enclos de 30 000 mètres carrés. Si elle a des petits, ils pourront grandir comme en pleine nature, sans contact avec les humains. Les scientifiques vont surveiller Tania à distance grâce à une caméra qui filme sa tanière jour et nuit. En attendant, Maïté espère qu'Isis, l'autre femelle, acceptera elle aussi de se laisser séduire par l'un de ces beaux mâles. Isis est un animal à moitié domestique. Elle nous donne beaucoup plus de travail. Elle est craintive. C'est une situation bizarre parce qu'elle a peur des jaguars. Vous pouvez voir qu'elle hésite beaucoup avant d'entrer dans le passage parce qu'au fond, elle a un peu peur de l'autre jaguar. Je pense qu'elle se trouve entre deux mondes. Elle ne sait pas si elle appartient à celui des humains ou à celui des félins. Contrairement aux lions de nature sociale, les jaguars sont farouches et solitaires. Des lieux de rencontre ont été spécialement aménagés pour leur permettre de faire connaissance et plus si affinité. Maïté ouvre régulièrement le corridor qui relie les enclos afin qu'Isis se rapproche de Chiqui. Ils ont un comportement très expressif. Je crois que cela se voit clairement. Elle n'est pas très réceptive. C'est un mécanisme de défense parce qu'elle a peur. Ces rapprochements sont importants pour qu'ils puissent se sentir et apprendre à se connaître. Chiqui n'est pas agressif du tout. C'est un animal très équilibré. Il garde son calme pendant qu'elle suit ses mouvements. Elle ne s'enfuit pas, ce qui est bon signe. Au début, elle avait peur d'entrer et s'en allait. Isis n'a toujours pas succombé au charme pourtant irrésistible de Chiqui. Ici, tout est une question de temps et de patience. La biologiste ne saura pas si Tania attend des bébés avant la fin de sa période de gestation, dans 3 mois. Au même moment, sur l'île de San Alonso, une opération délicate est en cours. Camilla Camarena Valeros, responsable du suivi des tamanoirs, et Georges Peña Martinez, le vétérinaire, doivent immobiliser Mercedes, une jeune femelle tamanoire en pleine croissance. Son harnais est devenu trop petit et risque de la blesser. Il faut rapidement le changer. Avant toute manipulation, une légère anesthésie s'impose. Mercedes n'est pas farouche, mais si elle se débat, ses griffes peuvent être redoutables.
Maintenant qu'elle est immobilisée, nous allons pouvoir vérifier ses constantes et nous assurer que ses fonctions vitales sont stables. Nous prenons sa température, sa fréquence cardiaque, sa fréquence respiratoire et la saturation en oxygène. Tous les animaux relâchés sont attentivement suivis par radiotracking. Les scientifiques peuvent ainsi vérifier leur état de santé, s'assurer qu'ils s'adaptent bien à leur nouvel environnement et qu'ils se reproduisent. Les informations recueillies seront aussi très utiles pour de futurs programmes de réintroduction ailleurs, en Amérique du Sud. Le moment venu, son harnais sera retiré et nous continuerons à la suivre grâce à des pièges photographiques et à l'identification qu'elle porte à l'oreille. Mercedes se réveille doucement, encore un peu sonnée, mais elle ne tardera pas à retrouver ses esprits. Jour après jour, les programmes de réintroduction s'intensifient. Au nord de la Grande Lagune, à Cambireta, des biologistes préparent le retour des haras chloroptères. Longtemps chassés pour la beauté de leur plumage, ces perroquets ont complètement disparu en Argentine il y a plus d'un siècle. En 2015, des scientifiques ont construit d'immenses volières pour que les haras puissent s'entraîner à voler. Voilà Bouddha et Palo. La femelle a été confisquée à un particulier qui n'avait pas de document officiel pour la garder. Bouddha vient d'un zoo. Le couple s'est formé à la suite de plusieurs rencontres entre perroquets. Cela permet d'unir ceux qui sont compatibles entre eux. Nous les entraînons et lorsqu'on estime qu'ils ont le même niveau de vol, ils peuvent passer à l'étape de pré-relâché et être éventuellement libérés. Marianne Lamazat et Alejandro Benitez s'occupent de la rééducation des haras qui ont vécu en captivité. Pour les encourager à voler, leurs éducateurs utilisent un stimulus sonore et une mangeoire placée à l'autre bout de la volière. À chaque déplacement réussi, les perroquets obtiennent une récompense. Le processus de réensauvagement peut être long et fastidieux. Le temps qu'il faut à chaque individu pour apprendre à voler est très variable. Pour certains haras, cela peut prendre un an. Cet entraînement n'est que la première étape du programme de réhabilitation. Les haras ayant réussi leur apprentissage en volière vont poursuivre leurs exercices en semi-liberté. Les forêts ne sont pas continues. Il n'y a pas de très grandes étendues boisées, mais seulement des îlots forestiers. C'est pour cela que, dans un premier temps, nous devons nous assurer qu'ils ont la force musculaire suffisante pour pouvoir voler sur de longues distances.
Puis, une fois remis en liberté, nous appelons cela une libération progressive, les haras s'habituent à effectuer ces petits parcours et apprennent à se familiariser avec la zone. Cet entraînement répétitif va créer une habitude qui, à terme, va leur permettre de voler vers des forêts plus éloignées. Ils sont prêts, tu peux les appeler? Sans aucun exemple à suivre, les biologistes ont dû imaginer des dispositifs qu'ils adaptent au fil des réussites et des échecs. Tu peux les appeler. C'est bon, je les appelle tout de suite, compris. Lors des premiers relâchés, certains perroquets ont disparu durant un violent orage. Personne n'a jamais retrouvé ni leurs traces, ni leurs émetteurs. Alejandro et Marianella ont donc imaginé de nouvelles épreuves sur de plus longues distances pour développer l'endurance de leurs meilleurs élèves. Les haras vont aussi s'habituer à chercher de la nourriture dans la canopée. Ce programme de rééducation demande beaucoup de patience et de dévouement. En général, ce processus durant lequel nous les accompagnons peut durer plusieurs mois. Une fois qu'ils se sont habitués à cet environnement et qu'ils sont capables de trouver de la nourriture tout seuls, nous décidons d'arrêter l'exercice. Nous estimons qu'une vingtaine d'individus capables de se reproduire serait une bonne base pour établir une population. Quand je vois ces haras, ce que je vois avant tout, c'est l'aboutissement d'un très long processus. Une grande satisfaction, mais qui a demandé un travail acharné. Après 4 ans d'efforts, 3 couples vivent enfin en liberté. Grâce à des méthodes de plus en plus efficaces, d'autres perroquets, comme Bouddha et Palo, vont progressivement les rejoindre. Mais parviendront-ils à se reproduire? Pour certaines espèces, le retour à la vie sauvage est plus facile que pour d'autres. C'est le cas des tapirs terrestres. Les 7 tapirs adultes relâchés entre 2016 et 2018 n'ont eu aucun mal à trouver leur marque. Dans les bosquets qui bordent la lagune, ils s'adonnent à leur passe-temps favori, le jardinage. Dans leur déjection, les plus gros herbivores d'Amérique du Sud disséminent les graines des végétaux et des fruits qu'ils consomment. Ils jouent ainsi un rôle clé dans la régénération des forêts. Ce matin, Ana Carolina Rosas et son équipe vétérinaire vont rendre visite à Nena, une femelle habituée à la présence des hommes. Carolina fonde beaucoup d'espoir sur Nena, déjà maman d'Arandu, un jeune tapir âgé d'1 an et demi. Arandu est très spécial pour nous, parce que c'est le premier tapir né à Iberá, après une longue période d'absence de l'espèce. Baisse un peu l'écran. Nous allons faire une échographie à Nena. Nous savons qu'elle est féconde et qu'un mâle se promène aux alentours. Nous sommes en train de vérifier si, éventuellement, nous pourrions avoir une jolie surprise. En ce moment, nous sommes juste en train de faire un examen, un aperçu rapide pour voir s'il y a quelque chose. Mais on ne voit rien pour l'instant. Les intuitions d'Ana Carolina vont se vérifier. Voilà, ici nous avons le bébé. On voit le petit. Voici sa petite colonne vertébrale. C'est bien. C'est très bien.
Je pense vraiment que pour toute l'équipe, c'est une merveilleuse nouvelle. C'est là que nous pouvons apprécier le fruit de tous nos efforts. Il y a beaucoup de gens qui suivent chacun de ces animaux, vous savez. Découvrir qu'ils sont capables de se reproduire, c'est vraiment un message très encourageant. Ça nous permet d'espérer que la population va vraiment réussir à se développer toute seule, sans nous. Nous sommes aux anges. C'est vraiment une grande nouvelle. Au creux d'un fourré, une autre maman a caché son nouveau-né. Bien qu'élevée en captivité, cette femelle, baptisée India, a conservé tout son instinct maternel. Depuis la naissance de son petit, elle ne se déplace plus que dans les bosquets où il est à l'abri. C'est le 3e tapir né à Ibera. On est encore loin du compte. Les scientifiques estiment qu'une 50aine d'individus est nécessaire pour fonder une population viable. Peu à peu, des espèces qui avaient disparu se réapproprient les estéros des Libera. Les petits groupes de pécaris à collier, réintroduits ces dernières années, repeuplent rapidement les sous-bois. Les nandous, les plus grands oiseaux d'Amérique, arpentent la pampa en quête d'insectes et de graines. La présence de ces animaux signe aussi le retour d'un grand nombre d'espèces d'oiseaux et d'insectes. Au fil du temps, la biodiversité reprend ses droits. Seuls les jaguars manquent encore à l'appel, mais cela ne devrait plus tarder. 3 mois se sont écoulés. Au centre de San Alonso, grâce à la caméra qui filme en permanence la tanière de Tania, Maite Rios a assisté à un moment incroyable. J'arrive exactement à ce moment-là. Je m'approche et je vois quelque chose de noir. Je suis très surprise. J'ai d'abord cru que c'était un rat. Je ne pouvais pas le croire. Alors je suis restée un bon moment à l'observer pour voir ce que ça pouvait être. Et c'était très émouvant. Maite a eu beaucoup de mal à réaliser qu'il s'agissait d'un bébé jaguar. Cette naissance est un immense événement. Ces images sont très importantes pour nous. Ce premier petit jaguar. Malgré ces premières images où on ne le voit pas très bien, nous avons eu la chance d'en avoir des meilleures par la suite. Cela m'a rappelé tout le travail, toutes ces personnes mobilisées, tous les efforts déployés pour ce projet complètement fou dès le départ. Et voilà, nous avions franchi la première étape. Et voilà les premières images. Une autre surprise attendait Maite. Et à ce moment-là, naît le deuxième petit. Il y avait beaucoup de bonheur et une joie partagée avec tous les membres de l'équipe qui étaient là.
C'était historique. Au niveau scientifique, c'était aussi très intéressant d'assister non seulement à la naissance, mais aussi aux premiers soins que porte la femelle. En même temps, la magie, c'est que cette femelle en captivité a mis au monde des bébés sauvages, des petits nés avec un instinct naturel. Si nous les gérons bien, ils pourront être mis en liberté. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de tentative de réintroduction dans la nature de jaguars nés en captivité. Pour réussir ce défi, les scientifiques d'Ibera ont établi un protocole très rigoureux. Ces deux petits, nés après 100 jours de gestation, vont grandir à l'écart des hommes dans ce vaste enclos. Dans quelques mois, des capybaras ou des pécaris y seront régulièrement relâchés afin que les jeunes félins s'entraînent à la chasse. Au centre des tamanoirs de San Cayetano, c'est un grand jour pour Osvaldo. Il est en pleine forme et Alicia Delgado estime qu'il est temps de lui rendre la liberté. Le trajet va être long. 6 heures de route et de piste pour rejoindre la vie sauvage. Nous sommes à San Nicolás, un secteur de l'intérieur du parc national Ibera, et c'est très important parce qu'Osvaldo est le premier tamanoir libéré dans ce secteur. Ça veut dire qu'il sera l'un des fondateurs d'une nouvelle population de fourmiliers géants dans ce milieu. Tu t'occupes de lui depuis qu'il est tout petit? Oui, il était comme ça. Celui-ci, lorsque je l'ai recueilli, il pesait 1,9 kg et maintenant il pèse 42 kg. Mon pauvre petit. Il a envie d'être libéré. Pour moi, il restera toujours le petit bébé que j'ai recueilli. C'est pour cela que c'est un moment très spécial d'en être arrivé là et de savoir qu'il va être libéré. C'est très émouvant pour nous tous de voir qu'il a surmonté toutes les épreuves pour être un animal libre maintenant. Osvaldo restera dans cet enclos une dizaine de jours, le temps de s'habituer à ce nouvel environnement. Passe-la moi. Pose-la dessus. Nous posons des termitières afin qu'il trouve de quoi se nourrir en sortant. C'est bon. Allez, debout. Allez. Vas-y, mon gros, debout. En vérité, c'est un moment très émouvant. Même si nous avons déjà relâché beaucoup d'animaux, je ne peux pas m'empêcher d'être émue à chaque fois. Voir qu'il se porte bien, qu'il est sorti de son enclos, qu'il explore déjà les lieux et recherche des fourmis, pour moi, c'est l'aboutissement d'un cycle parfait dans mon travail.
Dans quelques mois, d'autres fourmiliers géants rejoindront Osvaldo pour repeupler la région de San Nicolás. Deux générations de tamanoirs ont déjà vu le jour à Ibeira. Leur nombre est passé de 60 à plus de 150 individus en moins de 15 ans. À ce rythme, la population globale sera autosuffisante dans une dizaine d'années. Si les naissances sont nombreuses, pour les biologistes, chacune d'elles est précieuse. Plusieurs fois par semaine, Rafael Abouin et Camilla Maquerana Valeros vont vérifier l'état de santé des nouveau-nés. Viens, on va lui barrer la route. On voit bien le bébé. Tranquille. Dès la naissance, les petits grimpent automatiquement sur le dos de leur mère, en principe à l'arrière de son corps, collé à la queue. Cela forme comme une ligne continue qui se confond avec celle de leur mère. Ils passent ainsi inaperçus des prédateurs. Ils resteront 6 ou 7 mois avec leur mère. Dans cet environnement, il manquait le prédateur de fourmis et de termites. Depuis que nous avons réintroduit ces tamanoirs, nous avons constaté qu'ils s'y plaisaient. Car ici, chaque monticule d'herbe abrite une grande quantité de fourmis. Il y a donc de la nourriture à revendre. Cette créature improbable, pouvant mesurer 2 mètres de long, appartient curieusement à la même famille que les paresseux. Le fourmilier géant déambule nonchalamment d'une termitière à l'autre. Sa langue, longue de 60 cm, secrète une salive collante qui lui permet d'avaler jusqu'à 30 000 fourmis et termites par jour. Il peut la sortir jusqu'à 150 fois par minute et limite ainsi la propagation des termitières et des fourmilières. De l'autre côté de la réserve, à Cambireta, les haras relâchés sont eux aussi placés sous haute surveillance. Marianella s'occupe également du suivi des haras chloroptères réintroduits dans la nature. Ils sont actuellement une dizaine à avoir réussi le programme de réhabilitation et gagné la liberté. Ce matin, elle part à la recherche de l'un des premiers couples relâchés dans un secteur d'îlots forestiers. Les scientifiques comptent sur eux pour repeupler la région. Ces oiseaux frugivores jouent un rôle important dans cet écosystème. Durant leur pérégrination, ils dispersent des graines et favorisent le développement de nouvelles forêts. Voilà Gnocchi et Sopa, un couple d'arachloroptères. Gnocchi est le mâle, Sopa la femelle. Ils sont arrivés au centre il y a environ 3 ans, mais cela ne fait qu'1 an et demi qu'ils sont en couple et vivent en liberté.
Sopa vient du zoo de la province de Córdoba et Gnocchi vient d'un centre de réhabilitation de la province de Corrientes. Ils sont en train de se nourrir d'un fruit appelé paradis. Ce couple sait s'alimenter tout seul en liberté. Il est devenu autonome et consomme un grand nombre de fruits locaux. Gnocchi et Sopa forment un couple très uni, qui ne devrait plus tarder à nidifier. Afin d'encourager leur reproduction, les scientifiques ont mis 5 nichoirs à leur disposition. Pour nicher, cette espèce utilise les trous des arbres. Lorsqu'ils en trouvent un, ils l'agrandissent avec leur bec jusqu'à obtenir une cavité pouvant héberger la femelle et ses œufs. Mais dans cette zone, il y a très peu de trous dans les arbres. Donc nous plaçons des nichoirs artificiels afin qu'ils les trouvent facilement et puissent faire leur nid. La jeune femme doit se hisser à 25 mètres de haut pour vérifier leur contenu. Je viens de trouver 3 œufs de Tito Alba, une chouette effraie. C'est l'une des espèces habituelles qui squattent les nichoirs installés pour les haras. Comme cette chouette est une espèce protégée, je ne vais pas toucher au nid. En attendant des naissances, les biologistes peuvent compter sur l'arrivée de 15 nouveaux haras venus de Londres. Ces 8 femelles et ces 7 mâles permettront de reconstituer une population viable dans les années à venir. Pendant ce temps, dans une volière spécialement aménagée pour eux, de drôles d'oiseaux attendent avec impatience l'arrivée de leurs soigneurs et de leur petit déjeuner. Les Cariama huppés ont oublié d'être discrets. C'est probablement pour cette raison que les chasseurs ont pu les exterminer dans la région. Tous les matins, nous venons nourrir les Cariama huppés avec de la viande hachée, du foie, des œufs. Et puis nous leur donnons aussi un complément de légumes bouillis et de fruits. Des raisins, par exemple. Cette espèce a disparu d'Iberá depuis un certain temps. Je pense qu'il est important que toute espèce éradiquée d'un écosystème retrouve son territoire. Cet oiseau se nourrit surtout d'insectes, de petits rongeurs, de reptiles, d'amphibiens. Son rôle principal est donc de réduire les populations de petits animaux. Ils adorent l'œuf dur. Ils n'en mangent pas tous les jours, juste quelques fois par semaine. De nos jours, l'espèce n'existe plus dans le parc d'Iberá. Ce sont les premiers arrivants depuis le début du programme de réintroduction. Ces animaux viennent du centre de réhabilitation Aguara. Avant, ils vivaient dans le zoo de Corrientes. Ils s'adaptent assez vite. Nous allons les garder ici encore environ 2 semaines. Ensuite, nous les libérerons et ils seront suivis grâce à un émetteur.
Équiper certains animaux d'émetteurs permettra, après les avoir libérés, de connaître leur déplacement, de savoir s'ils restent dans le secteur ou s'ils ont décidé de s'éloigner. En ce moment, nous avons 4 mâles et une femelle dans la volière. C'est la première fois qu'une tentative de réintroduction de cette espèce a lieu à Ibera. C'est un vrai défi pour nous, mais espérons que ça va bien se passer. Du haut de leurs 90 cm, ces bruyants oiseaux ne vont plus tarder à parcourir les plaines et lagunes des Esteros de Libera. Bientôt, d'autres Cariama huppés vont les rejoindre pour repeupler ces vastes espaces protégés. Non loin de là, dans un enclos dédié à la reproduction des jaguars, le spécialiste des anesthésies va encore sévir. Cette fois, le patient de Georges est Chiki, le père des 2 petits jaguars. Aujourd'hui, l'anesthésie de Chiki va nous permettre de faire des prélèvements pour son certificat de sortie. Chiki devrait partir la semaine prochaine pour retourner d'où il vient, au Paraguay. Avant son transport, nous devons effectuer des examens qui certifient que son état de santé est conforme aux normes sanitaires en vigueur pour passer de l'Argentine au Paraguay. Dès le début, les analyses de sperme se sont révélées très bonnes. Il s'est rapidement accouplé avec la femelle et ils ont eu ces 2 petits. Maintenant, il peut partir parce qu'il a accompli sa mission et nous ne voulons pas que les animaux qui se sont reproduits aient beaucoup de petits afin d'avoir une bonne diversité génétique à Ibera. Dans l'enclos des petits jaguars, Tania, leur mère, a été elle aussi anesthésiée pour permettre aux vétérinaires d'examiner les nouveau-nés. L'équipe a revêtu une tenue de protection afin d'éviter toute transmission de virus ou de bactéries. C'est la première fois qu'ils voient des humains. Et ce sera probablement la dernière. Maïté va prélever leur ADN et les vacciner, mais elle aimerait avant tout connaître leur sexe. L'examen révèle qu'il s'agit d'un mâle et d'une femelle. Dans 15 mois, ces 2 petits, prénommés Arami et Mbarete, seront séparés de leur mère et transférés dans un enclos de 30 hectares. Vers l'âge de 2 ou 3 ans, après avoir perfectionné leur technique de chasse,
Ils seront libérés sur cette terre qu'aucun jaguar n'a foulée depuis plus de 50 ans. Sans le retour de ces prédateurs, les Hésteros des Libera ne parviendront pas à s'autoréguler. Durant les prochaines années, le centre de San Alonso va continuer le programme de reproduction et accueillir de nouveaux jaguars. Afin d'étoffer les populations d'aras, de fourmiliers géants ou de tapirs et les rendre pérennes, les opérations de repeuplement vont se poursuivre sans relâche durant plusieurs années. Je dirais qu'au cours de ces 27 dernières années, ce projet est celui dont nous sommes les plus fiers. Mon rêve pour toute cette vie sauvage, et particulièrement les haras, les jaguars, les tamanoirs, les tapirs, les pécaris, est qu'ils évoluent librement dans des zones protégées à jamais. Qu'il y ait des limites aux activités humaines, afin que toute la vie sur Terre soit chérie, honorée et respectée. C'est toute mon histoire. Jour après jour, Ibera redevient Ibera. Grâce aux efforts de femmes et d'hommes engagés, la réserve est aujourd'hui classée Parc national d'Argentine.